l'Académie des sciences d'outre-mer homme politique comme membre associé. Il s'agit du président ivoirien Alassane Ouattara qui a été solennellement installé samedi à Paris en présence du président Compaoré, lui-même membre de cette académie depuis 1995. En République démocratique du Congo, le M23 dépose les armes après des défaites successives. La direction du mouvement compte s'engager désormais dans la lutte politique en vue de faire aboutir ses revendications. Et puis nous discuterons des maladies du nez, de la gorge et des oreilles. En plus, avant, on parle d'otorhinolaryngologie et ce à la veille du congrès de la société burkinabé d'ORL qui se tient les 7, 8 et 9 novembre 2013. Le professeur Kampadilemba Woba est sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir professeur. Bonsoir. Bienvenue madame, messieurs aux 20h de la RTB. Pour commencer donc, le président Alassane Ouattara rejoint Blaise Compaoré à l'Académie des sciences d'outre-mer comme membre associé. Il a été solennellement installé ce lundi à Paris dans la prestigieuse institution fondée il y a 90 ans, l'Académie qui se consacre à l'histoire et à la géographie de l'Afrique et des départements et territoires d'outre-mer, a ainsi accueilli un nouvel homme politique. Godefroid Bazier et Oumarou Zungrana étaient nos envoyés spéciaux à Paris. Intervenant quelques jours après l'assassinat au Mali des 2 journalistes de RFI, la cérémonie a débuté par un moment de recueillement. Puis, le secrétaire perpétuel de l'Académie, Jean-Marc Simon, a retracé le parcours du président ivoirien, un parcours, a-t-il dit, semé d'embûches, mais que l'homme a su déjouer. Pour Jean-Marc Simon, ce n'est pas l'idéologie qui guide Alassane Ouattara, mais l'économie. Pour atteindre ses objectifs, après tant d'années de crise et d'immobilisme, il entend imposer la rigueur et la justice, lutter contre la corruption, attirer les investisseurs, restaurer les finances de l'État, redonner à la Côte d'Ivoire sa place sur la scène africaine et dans le monde, tout en réconciliant les Ivoiriens entre eux et avec eux-mêmes et en faisant durablement régner la paix. Avant de recevoir la médaille de membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer, le président ivoirien est intervenu pour donner sa vision de l'Afrique dans le monde de demain, atouts et défis. Un continent jeune, moteur de croissance, champion en matière première, l'Afrique doit surtout relever les défis de la démocratie, du renforcement de l'état de droit, de la lutte contre le chômage et de l'émancipation de la femme. Il en est de même de la place du continent africain dans la gouvernance mondiale. L'émergence de nouveaux rapports de force après la guerre froide et de nouveaux pôles de puissance économique ont contribué à libérer le potentiel du continent et à accélérer ainsi sa constitution en acteur politique et économique majeur. La crise de l'économie mondiale et son impact sur l'Europe et les États-Unis confortent depuis lors cette position. C'est donc sur ces bases héritées de la fin du XXe siècle que l'Afrique est en train de construire son rôle et sa place au XXIe siècle. Le président du FSO, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis 1995, a congratulé son homologue ivoirien pour le choix porté sur sa personne. Il s'est réjoui de cette marque de confiance. Je pense qu'il va nous apporter ici, en tant qu'associé, un souvenir de cette période coloniale et post-coloniale, notamment à partir de cette figure historique qui a été Houphouët-Boigny. Mais je pense que personnellement, il a aussi une expertise, des connaissances qui seront utiles pour aider à tisser davantage les liens entre outre-mer, entre notre continent et la France, pays avec lequel nous avons partagé beaucoup en termes de politique, en termes bien sûr de rapports humains. L'essentiel c'était bien sûr de pouvoir associer le savoir, la compréhension et bien sûr les questions d'amour qui sont utiles au monde aujourd'hui. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, à travers son parcours historique qui a été présenté, indique bien que je crois qu'il est l'homme parfait pour être dans ce cénacle
de grands pour réfléchir, pour apporter plus d'humanisme au monde. Le président ivoirien marche ainsi sur les pas de son père spirituel, Félix Houphouët-Boigny, qui avait été accueilli aux 15 rues de Pérouse. Le chef de l'État ivoirien se dit fier du choix porté sur sa personne pour devenir membre de cette société savante. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution. Et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Et donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Avec cette reconnaissance faite à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire retrouve une place de choix dans le Conseil des Nations après bien des années de turbulences. L'Académie des sciences d'outre-mer est une institution savante qui réfléchit sur plusieurs aspects de la culture des pays émergents, si vous voulez, de la culture des anciennes colonies françaises et des territoires d'outre-mer. L'Académie a fêté en septembre dernier son 90e anniversaire. Gros plan sur cette institution dans ce reportage de Godefroid Bazier. L'Académie des sciences d'outre-mer a été créée en 1923 par un journaliste, Paul Bourdari. Société savante, l'Académie a fait de la géographie et de l'histoire générale de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Océanie ses principaux centres d'intérêt. Les membres de l'Académie sont élus parmi des personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux ou recherches. L'Académie des sciences d'outre-mer possède une bibliothèque de plus de 70 000 ouvrages, une source de référence en matière de culture des anciennes colonies et territoires d'outre-mer. Elle décerne également des prix pour récompenser les études concernant l'outre-mer. Bref, c'est une prestigieuse compagnie qui a accueilli de nombreuses personnalités françaises et africaines. La foire au savoir pour favoriser un partage des connaissances afin de trouver des réponses à la question de la faim et de l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette initiative est du SILS qui cherche les moyens de consolider la résilience à l'insécurité alimentaire. Sur cette thématique, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et ses partenaires se rencontrent pour 3 jours d'échange. Reportage signé de Karim Namouanou. En milieu rural et dans le Sahel africain, l'insécurité alimentaire n'est pas une vue de l'esprit. Les crises alimentaires sévissent et la quête quotidienne est la quantité beaucoup plus que la qualité des aliments. Comment amener les populations vulnérables à développer des capacités et des modes de subsistance face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle? C'est le défi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et de ses partenaires dont l'État burkinabé. L'adoption des stratégies intégrées au sein des gouvernements, entre les gouvernements de la région et aussi avec la participation active de la société civile, des partenaires au développement et du secteur privé, accompagnée de dotations de ressources adéquates pour des programmes à long terme, permettront, j'en suis convaincu, de traiter durablement les causes structurelles de l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le Sahel. La gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance des crises, la protection sociale, la prévention et l'atténuation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sont parmi tant d'autres sujets inscrits dans l'agenda de réflexion. Nous savons que dans l'espace SILS, plus de 55% de nos populations vivent en deçà du seuil de pauvreté et sont aussi engagées dans des productions, un système de production agro-silvopastorale de subsistance. Donc cet échange d'expérience va nous donner des leçons très précises qui ont marché, que nous allons prendre et vulgariser au niveau de ces populations afin de les aider à résoudre les problèmes. Les solutions de la sous-alimentation et de la faim se trouvent aussi dans le partage de connaissances. Cette foire des savoirs, espace réunissant des institutions nationales et internationales, s'inscrit dans cette perspective. Les réflexions et les échanges de stratégies pour l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest
ouvriront la voie au dynamisme et à la bonne organisation du monde rural. Demain, le Burkina accueille le secrétaire général des Nations Unies et une mission de la Banque mondiale, BAD, Union européenne et Union africaine. Ces hôtes de marque viennent parler de sécurité dans la région et surtout de projets de développement. Une séance de travail avec le gouvernement est prévue. Elle sera consacrée à la bonne gouvernance, au social, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. La délégation devra également rencontrer le président du Faso. Les enjeux de cette visite au Burkina Faso dans ce reportage de Simon Gongo. Ban Ki-moon arrive au Burkina. Dans une tournée spéciale au Sahel, le secrétaire général des Nations Unies vient parler de la situation sécuritaire et travailler pour le développement. Une mission de haut niveau avec le président de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, le commissaire européen au développement et la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le Sahel, qui va de la Mauritanie à l'Érythrée en passant bien sûr par le Burkina, est un vaste chantier. La situation sécuritaire au Mali a rendu les pays comme le Burkina, le Niger et autres vulnérables, comme le rappelait le président du Faso en septembre à New York. Les défis qui se posent aujourd'hui à la région du Sahel ont été suffisamment évoqués ces derniers temps, concernant notamment les questions sécuritaires et humanitaires, mais aussi et surtout les questions de développement. Sur le plan sécuritaire, les activités des groupes terroristes et des réseaux criminels transnationaux présents dans la région ont considérablement pesé sur la stabilité de la région. L'exemple le plus illustratif est venu de la République du Mali. Grâce à l'effort conjugué, ces groupes ont poussé, ouvrant ainsi la voie à des élections à l'ordre constitutionnel. Selon les Nations Unies, le Sahel est un ensemble de dangers. Il héberge à la fois des mouvements islamistes et terroristes comme Boko Haram, le Moujao et AQMI, capables de trafic de toutes sortes, armes, drogues et prise d'otages. En 2012, par exemple, on estime à 18 tonnes de cocaïne passées par le Sahel, soit 1,25 milliard de dollars, plus de 500 milliards de francs. Ban Ki-moon et les autres visiteurs du Burkina mettront l'accent sur le social dans les échanges avec le gouvernement burkinabé. Car le conflit au Mali a fait déplacer près de 60 000 réfugiés au Burkina, posant des questions de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire. Ce seront les sujets à aborder. Déjà, l'Union européenne a annoncé ce matin à Bamako, au Mali, l'accord de 5 milliards d'euros pour le Sahel, dont le Burkina pour 2014-2020. La bonne gouvernance, l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'intégration sont les secteurs concernés. Les visiteurs du Burkina vont échanger avec le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, sur l'évolution du dossier avant de se prêter aux questions des journalistes. Les nouveaux dossiers introduits par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale sont examinés depuis ce matin par la conférence des présidents sous la présidence du Sungalo Apollinaire Ouattara. Les membres de cette instance du Parlement ont inscrit à l'ordre du jour de la session 23 projets de loi et une soixantaine de questions adressées au gouvernement. Anatole Nakoulman et Omarou Bangomenga font le compte rendu. Pour compléter l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année 2013, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la direction du président Sungalo Apollinaire Ouattara à l'effet d'examiner les nouveaux dossiers déposés par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. Au total, 23 projets de loi sont inscrits au rôle de l'Assemblée. La conférence des présidents a adopté au total dans l'ordre du jour de la session, la deuxième session maintenant, 23 projets de loi, dont le plus gros projet, c'est le budget de l'État, gestion 2014, qui est au cœur même de la deuxième session, qui est ordinairement appelée session budgétaire. Dans la conduite de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, l'institution parlementaire prend également les devants. La conférence des présidents vient aussi d'adopter toutes les questions que les députés pourront poser au gouvernement. Nous en avons 67 et à partir de vendredi prochain, vous verrez que tous les vendredis, on aura des questions au gouvernement qui viendra répondre
aux préoccupations des députés durant la deuxième session de l'Assemblée nationale. Autant donc dire que cette première session budgétaire de la 5e législature s'annonce bien remplie. Le médiateur du Faso recherche des mécanismes de traitement efficaces des dossiers sur les différends qui opposent les agents de l'administration. La constitutionnalisation de l'institution devrait lui donner les moyens d'être plus efficace dans sa mission. Madame Traoré Nigna a présenté au correspondant du médiateur du Faso l'article 160 alinéa 2 de la Constitution qui renforce les compétences de l'institution. Issa Cyril Yelemo et Adama Koulibaly. Cet échange entre l'institution et ses collaborateurs s'inscrit dans une dynamique de réflexion approfondie sur les stratégies de mise en place des conventions de partenariat. Le médiateur du Faso et ses correspondants vont échanger au cours de cette rencontre sur le traitement des dossiers et le suivi de l'exécution des recommandations y relatives. Il s'agit de leur présenter les innovations de la nouvelle loi qui consacre désormais la constitutionnalisation du médiateur du Faso. Et bien entendu, nous avons aussi des stratégies de renforcement du traitement et du suivi des dossiers dans les administrations publiques à travers le cadre de partenariat. L'adoption et la promulgation de la nouvelle loi portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur du Faso en son article 160.2 de la Constitution confère de grandes orientations à cette institution. À partir de la nouvelle loi, nous reconnaissons aussi beaucoup plus les grandes initiatives qui consistent à permettre aux citoyens lambda, tout comme l'administration, tout comme les associations, de pouvoir saisir l'institution sur des questions de réforme politique ou bien des réformes administratives et réglementaires. Et pour donner beaucoup plus de charisme, beaucoup plus d'assises à cette institution qui est une magistrature d'influence. Les travaux devront permettre aux délégués du médiateur du Faso d'impulser le traitement des dossiers en état de souffrance dans l'administration publique. Le Burkina va se doter d'une loi d'orientation agro-silvopastorale, halieutique et faunique. L'avant-projet de cette loi a fait l'objet de concertations entre tous les acteurs et forces sociales concernées par la question. Des travaux préalables ont été menés dans chaque région pour fixer les grandes thématiques de cette loi et à recueillir les propositions de la base. Et l'avant-projet de loi a été validé ce 4 novembre. Reportage Touboum, Evelyne Dabiri. Le présent avant-projet de la loi d'orientation agro-silvopastorale, halieutique et faunique soumis à l'appréciation de cet atelier est une requête de la Confédération paysanne du Faso. Cette requête trouve son origine dans les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur rural. Les différents problèmes auxquels les paysans, et notamment leur structure de la Confédération, a été confrontés durant plusieurs années, c'est le fait qu'il y a l'absence d'une loi d'orientation spécifique en ce sens. L'objectif de cet avant-projet de loi est de trouver une ligne directrice aux activités du secteur rural et de disposer d'un cadrage juridique au-delà de la multiplicité des textes qui légifèrent sur ce secteur. Son contenu va mieux coordonner les activités du secteur rural avec un impact certain. Le projet de loi, ça touche à plusieurs choses. Ça touche d'abord la détermination du cadre juridique d'ensemble, le rôle des différents acteurs, quels sont les différents acteurs qui s'investissent actuellement dans le secteur rural. Il faut essayer de déterminer le rôle de tout ce monde-là pour les organiser de telle sorte qu'on puisse avoir une intervention coordonnée. Le premier impact que nous allons ressentir au niveau de la Confédération, c'est la professionnalisation des acteurs. Ça, c'est une réalité parce qu'à partir de ce moment, on va considérer l'agriculture comme un corps de métier à part entière, mais pas un métier qui est délaissé pour ceux-là qui ont échoué soit à droite, soit à gauche, ou bien ceux qui ont suffisamment d'argent pour venir s'investir dans l'agriculture. Non, on va reconnaître à partir de ce moment le métier paysan. L'étude sur l'élaboration de cette loi d'orientation a été menée depuis février 2013 avec les acteurs du secteur rural des 13 régions du Burkina. Cet atelier se déroulera dans la seule journée du 4 novembre. La société burkinabé d'ORL tient son 4e congrès les 7, 8 et 9 novembre 2013. Le professeur Kampadilemba Ouoba est sur ce plateau pour nous en parler.
des questions d'oreilles, des questions de gorge et des questions de nez. Comment ça se pose au Burkina? Est-ce que la situation est préoccupante par rapport aux maladies liées à ces pathologies? Merci de nous donner ici la parole. L'ORL, c'est une spécialité chirurgicale qui s'occupe des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge, mais aussi de la face et du cou. Mais c'est une spécialité essentiellement chirurgicale. Elle est plus connue sous la dénomination ORL, mais il s'agit en réalité d'auto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale. Alors, c'est une spécialité qui est de plus en plus connue parce que la demande est très forte en matière de prise en charge des pathologies ORL. C'est ainsi que vous allez voir les 3 éléments de prise en charge de la spécialité qui passent d'abord par les activités de soins. Il faut consulter, il faut soigner, il faut opérer, mais aussi des activités d'enseignement. Parce que nous avons en charge l'enseignement des étudiants et nous avons également en charge l'enseignement des élèves infirmiers à l'École nationale de santé publique. Est-ce qu'il y a trop de maladies liées donc à ces problèmes-là? Tout à fait. Vous êtes débordé au niveau des... Oui, la sphère ORL comporte des pathologies diverses, mais on peut distinguer essentiellement 4 groupes. Vous avez les maladies infectieuses. C'est l'exemple des otites, des angines, des sinusites que vous connaissez très bien. Mais ce sont aussi les traumatismes. Dans la mesure où vous savez que nos capitales sont des capitales à 2 roues et les accidents sont monnaie courante. Et malheureusement, l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête et le cou, sont souvent des éléments qui sont inclus dans le traumatisme. Et puis, vous avez également les traumatismes qui ne sont pas liés aux accidents, mais qui peuvent être liés, par exemple, à la chute d'un arbre, ou qui peuvent être liés à une bagarre, c'est-à-dire une rixe, ou encore à des agressions. Le 3e volet concerne les tumeurs. Les tumeurs ORL sont fréquentes. C'est d'abord les tumeurs bénignes, mais aussi sont les cancers qui sont de plus en plus fréquents. Et enfin, vous avez les malformations, parce que les malformations au niveau de la sphère ORL compromettent rapidement les fonctions vitales, qui sont la respiration, la digestion, et donc qui posent des problèmes. Alors nous avons un grand nombre de patients qui viennent de plus en plus nous consulter. À titre d'exemple, le service ORL du CHJ Algado-Ouedraogo reçoit en moyenne 10 000 patients par an, opère en moyenne 500 malades par an et fait des explorations ORL pour environ 400 malades par an. Donc c'est dire qu'il y a une demande très forte en matière de prestations ORL. Qu'est-ce que la SOBE ORL apporte comme solution, justement? Alors, la société burkinabé d'ORL a été installée sur ses fonds baptismaux depuis 2001. Elle a organisé 3 congrès déjà, le premier en 2003, c'était à Ouagadougou ici, et le second également en 2007, conjointement avec le congrès panafricain d'ORL. Parce que vous savez que l'ensemble des pays africains ont également des sociétés nationales qui sont fédérées au sein de ce que nous appelons la SORLAF, la société panafricaine d'ORL. Et puis, le 3e congrès qui a été organisé à Bobo-Dioulasso en 2011, et maintenant le 4e congrès qui est organisé à Ouagadougou. Alors, les objectifs de la société burkinabé d'ORL, c'est d'abord de promouvoir les soins. C'est-à-dire que les populations puissent bénéficier de soins ORL de qualité et bien entendu le plus rapidement possible. Deuxièmement, promouvoir également la formation. C'est ainsi que nous intervenons aussi bien à l'université qu'à l'École nationale de santé publique. Et un fait marquant, ces dernières années, les autorités ont mis en place une formation de spécialisation en ORL au niveau de l'université de Ouagadougou, dont nous assumons les charges. Et puis, nous avons également les activités de recherche, parce que nos étudiants font des thèses, font des mémoires. Nous avons également à promouvoir les activités de publication et aussi des activités menant à la formation continue telles que les congrès que nous organisons. Quand vous dites promouvoir les soins, est-ce que vous vous adressez aux politiques pour que, par exemple, ils aident à développer les plateaux techniques qui permettent de prendre en charge les maladies ORL, ou bien vous interpellez les populations pour qu'elles puissent fréquenter
vos services? Alors, je vois que vous avez touché du doigt l'essentiel de cette spécialité, et d'ailleurs d'une manière générale de la santé, parce que je pense que pour des soins de qualité, il faut bien entendu que l'autorité soit impliquée, soit sensibilisée. Il faut également que les praticiens soient sensibilisés. Et il faut bien entendu que les populations également soient sensibilisées. C'est ainsi que, vous voyez, la mortalité qui se dégage dans nos établissements tient de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que le malade arrive souvent tard, malheureusement. Et pour cela, pour ne pas perdre l'avantage d'une prise en charge efficace, il serait bon que les populations consultent le plus tôt possible. Il faut également, lorsque le malade arrive, que les praticiens puissent bénéficier d'un plateau technique étoffé permettant de prendre en charge correctement les patients. Je pense que ces éléments réunis nous permettront de minimiser un peu la morbidité, justement ORL, mais aussi la mortalité qui se dégage. D'accord. Le 4e congrès que vous organisez a choisi de mettre l'accent sur les urgences ORL et puis la surdité. Quand on vient à un congrès de la SOBE ORL, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, parlons d'abord de ces thèmes du congrès. Nous avons choisi ces thèmes parce que ce sont des préoccupations fondamentales de notre pratique, à commencer par le premier, c'est-à-dire les urgences ORL. Vous savez que le terme urgence n'a pas la même résonance au sein de la population que pour les praticiens. Pour la population, toute maladie qui embarrasse est une urgence. Bon, pour le praticien, c'est surtout les pathologies qui engagent à brève échéance le pronostic vital. Mais peu importe, l'essentiel, c'est une prise en charge efficace et rapide. Malheureusement, les urgences ORL sont de plus en plus fréquentes. Elles sont infectieuses, elles sont traumatiques, elles sont tumorales, mais elles sont également malformatives. L'un dans l'autre, c'est bon que la société burkinabé d'ORL puisse créer une tribune qui permette aux différents acteurs de se retrouver pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place, non seulement pour un diagnostic approprié, mais également pour une prise en charge tout à fait efficace, notamment par le développement des protocoles thérapeutiques, par la formation continue des acteurs, etc. C'est la raison pour laquelle je dis que la société burkinabé d'ORL, jusqu'ici, a beaucoup fait. Elle a intervenu essentiellement dans l'élaboration de protocoles thérapeutiques précis. Elle a intervenu également dans la promotion des ressources humaines par le biais de la formation, parce que depuis 2008, il existe une filière de formation spécialisée en ORL à l'Université de Ouagadougou. Et nous avons déjà une promotion qui est sortie cette année, forte de 3 éléments. Il reste toujours que pour avoir, par exemple, une consultation, un rendez-vous avec le professeur Kapadilemba ou bien un autre docteur ou professeur, c'est des jours, souvent, il faut s'aligner. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais vous avez donné la première partie de la réponse, c'est que la demande est très forte et malheureusement, les ressources humaines sont encore insuffisantes. Et je m'explique. En 1989, quand nous terminons nos études, il y avait 2 médecins ORL au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous comptons 9 médecins ORL, auxquels s'associent les attachés de santé en ORL, qui nous permettent de plus en plus de répondre rapidement à la demande de prestations de nos populations. D'accord. L'occasion de ce congrès, un événement est attendu au cours de ce congrès, c'est la journée mondiale de la surdité. C'est une problématique qui mérite qu'on s'y intéresse au Burkina? Tout à fait. C'est vraiment le deuxième thème principal de notre congrès, parce que vous savez que la surdité est un handicap sensoriel qui ne se voit pas, mais qui se vit difficilement, essentiellement par le parent. C'est un handicap qui touche, selon l'OMS, plus de 280 millions de personnes de par le monde. Et les 2 tiers de ces malentendants sont en Afrique. Malheureusement, les pathologies qui engendrent la surdité sont également très fréquentes en Afrique, d'une manière générale, mais au Burkina Faso d'une manière particulière. Ce sont les otites, mais ce sont également les méningites, ce sont les traumatismes et ce sont toutes les maladies qui touchent à l'oreille interne. C'est la raison pour laquelle je pense que ces 3 jours nous permettront d'échanger sur les stratégies à mettre en place pour une prise en charge plus efficace de la surdité, en passant par les préventions, mais également par les soins
et aussi par les aides auditives. Avant de nous quitter, je précise que vous êtes également coordonnateur du programme national de prévention de la surdité. Est-ce qu'à ce titre, on peut dire qu'il y a une politique de lutte contre la surdité et comment les politiques s'investissent-elles en termes de prévention et en termes de prise en charge? Alors, les autorités burkinabées ont perçu très tôt le problème, puisque le programme national de prévention de la surdité a été mis en place depuis 2001, avec des activités de prévention, mais également des activités de formation, de dépistage et de prise en charge. Pourquoi une journée mondiale de la surdité? Parce qu'il est important qu'un jour, les praticiens, la population, les autorités réfléchissent sur les causes, sur les moyens de prise en charge et sur les moyens de prévention de ce handicap sensoriel. Maintenant, par rapport au programme même de notre congrès, les 2 premiers jours seront consacrés aux urgences, mais aussi à la pathologie liée à la surdité. Nous avons dédié essentiellement la journée du samedi 9 pour la célébration de la journée mondiale de la surdité. Donc, c'est bien entendu, professeur, on a eu bien d'éclairage sur les maladies ORL et leur prise en charge et sur la SOBE ORL qui organise donc son 4e congrès. Madame, nous poursuivons le journal. 2600 lampes solaires pour les populations de Kambisiri. Elles sont destinées à améliorer les services sociaux de base. Ce projet fait l'objet d'une coopération entre la société Abzé Solar et puis les régions du Burkina Faso, Isaïe Parkouda et Gaëtan Segda. La signature de ce partenariat entre la société Abzé Solar et l'Association des régions du Burkina va faciliter l'accès des populations rurales aux sources d'énergie. Au terme de cet accord, c'est Kambisiri dans la région du centre-sud qui sera la première bénéficiaire. Au total, 2600 lampes sont mises à la disposition des populations de cette localité. Aujourd'hui, nous avons posé un acte majeur à travers cette convention qui va permettre à nos populations d'avoir de l'éclairage moins cher. Et je crois que l'une des missions des conseils régionaux, c'est de travailler à améliorer l'accessibilité des populations aux services sociaux de base. C'est de permettre à nos populations d'accéder à l'énergie. Parce que quand vous sortez de Ouagadougou ou des grandes villes, vous avez des zones non-loties ou loties qui n'ont pas, des zones périurbaines qui n'ont pas d'énergie. Donc déjà, la petite lampe solaire Mamalight, ça va permettre d'avoir une énergie d'appoint, une autonomie de 5 heures. La vulgarisation de ces sources d'énergie va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations. Ces lampes vont surtout permettre d'éclairer les services de santé ainsi que les écoles. Ce type d'action qui amène l'énergie, notamment l'éclairage moderne au niveau finalement des populations, notamment les plus démunies, fait partie de la politique que mène notre département en matière d'accès aux services énergétiques. La société s'engage par ailleurs à mettre à la disposition de chaque conseil régional 40 000 lampes d'une valeur de 65 millions de francs CFA. Attention à la contrefaçon, c'est un problème de notre temps. Comment reconnaître les produits contrefaits? Quelles sont les sanctions qui s'appliquent? Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sensibilise les policiers en fin de formation sur le droit de la propriété intellectuelle. C'est un outillage pour mieux engager ces hommes de tenue dans la lutte contre la contrefaçon. Seydou et Oswald Gaëtan Segda. En fin de cycle à l'École nationale de police, ces élèves reçoivent un cours sur le droit de la propriété industrielle et sur la contrefaçon. Agents d'application de la loi, ils se familiarisent avec ces concepts pour mieux orienter leur action de contrôle sur le terrain. Nous sommes là dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale de la police, un partenariat qui consiste annuellement à venir apporter un complément de la formation des agents de la sécurité en fin de formation à l'école nationale. Je crois que c'est dans ce cadre que nous sommes là. Vous savez que nous sommes à l'heure de l'économie de la connaissance et qui parle d'économie de la connaissance parle de marque, parle de brevet, parle d'indications géographiques, parle d'obtention végétale, etc. qui sont des droits qui appartiennent donc aux créateurs, aux inventeurs. Et malheureusement de nos jours, ces différents droits sont menacés. L'accent a été mis sur la contrefaçon,
une infraction bien connue des services de police. Cela est très bénéfique pour l'École nationale de police, dans la mesure où au sein de la police, nous n'avons pas forcément des spécialistes de ces questions spécifiques-là. Donc les administrations qui s'en occupent approchent l'école de police pour donner des formations, c'est une très bonne chose. La contrefaçon est une manœuvre qui consiste à imiter ou reproduire frauduleusement l'œuvre d'autrui. Bien que punie par la loi, elle continue de créer des déficits économiques au niveau des entreprises et des États. Ces policiers ont donc la lourde mission de contribuer à stopper l'hémorragie. Le ministère de l'eau et des aménagements hydrauliques en quête de performance dans la gestion des ressources allouées au département. Une cinquantaine de gestionnaires sont réunis pour réviser ensemble la nomenclature des pièces justificatives et les modalités de justification des déblocages de fonds. Reportage signé Maxime Zongo. Se doter d'atouts nécessaires à l'atteinte d'une gestion efficiente des ressources publiques, voilà l'objectif affiché par le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement à travers cette session de formation. Les bénéficiaires, une cinquantaine de gestionnaires issus de l'ensemble des segments du ministère. À l'issue de cet atelier, chaque gestionnaire devrait être à mesure de produire des pièces justificatives de meilleure qualité et de contribuer de façon globale à l'exécution optimale du budget du département. La nomenclature des pièces justificatives et les modalités de justification de déblocage des fonds seront au centre de la formation. Il s'agira d'expliquer dans les détails et de rappeler aux participants les principales dispositions juridiques et financières relatives à l'exécution de la dépense publique. Vous savez que les structures bénéficient de fonds, donc ces fonds-là doivent être justifiés pour pouvoir en fait avoir les tranches à venir. Pour ce faire, donc, il faut que les acteurs concernés sachent comment ils doivent présenter les pièces afin de pouvoir bénéficier des tranches qui doivent venir. À l'issue de la formation, les participants devront ainsi maîtriser à souhait le contenu type des pièces justificatives des dépenses du budget de l'État. Les techniques de déblocage des fonds et les modalités de justification selon la réglementation en vigueur ne devront plus être un secret pour eux. Le service national pour le développement traque l'incivisme et exalte le patriotisme auprès des jeunes de l'Est. Les valeurs telles le respect, le bien public et privé, la paix sont enseignées à 300 jeunes pour les aider donc à s'éloigner des actes d'incivisme. Reportage signé de Abdoul Rasmane Zongo. Ils sont 300 jeunes de la région de l'Est à aller à l'école du civisme et du patriotisme. L'initiative de cette rencontre de 5 jours est du Service national pour le développement SND et est la dernière d'une série de formations dont les autres régions du Burkina Faso ont précédemment bénéficié au cours de l'année 2013. Le civisme, la quiétude sociale, le respect du bien public et privé, entre autres, sont parfois mis à mal ces dernières années au Burkina Faso avec l'implication de la frange juvénile et le SND entend jouer sa partition pour minimiser la tendance. La formation civique et patriotique, c'est une mission du service civique. Son objectif, c'est de renforcer la cohésion sociale et la mixité. Permettre à tout Burkinabé de vivre sa citoyenneté pour un développement harmonieux du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'incivisme, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde l'a remarqué. Et je crois qu'il faut qu'on commence par sensibiliser les jeunes pour que notre pays puisse être remis dans le sens de la marche. Les participants prennent la mesure de cette situation paralysante, saluent l'initiative et en attendent beaucoup des conclusions. C'est quand même l'occasion pour nous de renforcer encore nos connaissances en matière de civisme et de patriotisme. Donc je peux dire que c'est la bienvenue et ça ne fait que nous fortifier et afin qu'on puisse affronter avec beaucoup de courage et de lucidité et les échéances futures et qui vont être les nôtres dans les jours, les années et les décennies à venir. Un certain nombre de difficultés d'ordre matériel, financier au niveau des organisateurs, mais aussi en matière de tribune d'expression des jeunes quant aux participants, ont été soulevées et le SND promet d'œuvrer avec les plus hautes autorités à la satisfaction de ces doléances pour les sessions de formation à venir.
L'Association des Amis du Futur ambitionne de favoriser l'accès aux soins gratuits des enfants vulnérables et des orphelins et de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des femmes. L'association présidée par notre consoeur Oumou Sissi a organisé une cérémonie d'implantation à Dori avec à la clé une opération de salubrité et de don de sang, des activités pour susciter l'adhésion des populations du Sahel. Aboubakar Sagnon. Jeune mais visionnaire, l'Association des Amis du Futur signe à travers cette cérémonie le démarrage officiel de ses activités. Portée sur les fonds baptismaux par Oumou Diallo, elle entend travailler pour l'épanouissement et l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants du Sahel. Faire en sorte que la femme et l'enfant aient accès à la santé, aux soins de santé au niveau de la région du Sahel. Et en plus de cela, créer des micro-projets pour les femmes vraiment démunies pour qu'elles puissent elles aussi s'organiser et faire quelque chose pour pouvoir venir en aide aux enfants. Pour le lancement de ces activités, l'Association des Amis du Futur a organisé une collecte de sang au profit du centre hospitalier régional de Dori et une opération de nettoyage de certains lieux publics de la ville. Des actions qui réjouissent le premier responsable de la région. Si les femmes sont devant pour la propriété de la ville, vous avez tout gagné. Ensuite, quand vous regardez leurs objectifs poursuivis, c'est très noble. Je pense qu'il y aura des conférences qui ont trait donc, à la scolarisation. Et vous savez que notre problème majeur ici, c'est la scolarisation. Si les femmes se mêlent, c'est sûr que le combat est gagné. L'association a également organisé une opération d'établissement d'actes de naissance au profit des femmes et des enfants. Elle a aussi remis des objets de piété à certaines associations de la place. La présidente de l'Association des Amis du Futur a invité les Sahéliens et les Sahéliennes à s'unir et à se mobiliser pour vaincre la faim, la soif, la maladie et l'analphabétisme, car c'est seulement libéré de ces maux que le Sahel entamera son véritable développement. Une bibliothèque numérique à Bobo-Dioulasso, elle est accessible au Centre culturel français depuis samedi dernier grâce au partenariat avec l'Institut français de Paris. Sa mise en service permet à ce lieu d'échange et de diffusion de la culture de se mettre au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'élargir son offre de services. Siriki Milogo et Moumouni Barou. Première du genre en Afrique de l'Ouest, cette bibliothèque numérique est une innovation au grand bonheur de lecteurs. Avec l'introduction de cette nouvelle méthode, l'Institut français se met donc à la page des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Image à l'appui, le responsable de cet espace explique aux visiteurs les mécanismes de fonctionnement de la culture tech. Cela va permettre à tous ceux qui choisiront de devenir adhérents de la bibliothèque numérique d'avoir accès à des journaux, à des livres, à des disques, à des films en instantané. Sans attendre, les gens auront la possibilité d'emprunter sur un catalogue comprenant presque 60 000 titres. De 12 000 documents avant la numérisation, la capacité d'offre de la médiathèque de l'Institut français passe désormais à 51 800 ouvrages. Et selon le promoteur, cette innovation répond à un souci majeur d'évoluer vers le numérique. Avec le développement des TIC, la bibliothèque ne voulait pas rester en reste. Donc, on s'est rendu compte que toutes les bibliothèques du monde deviennent des médiathèques. C'est-à-dire qu'ils développent des services numériques. Donc, ici également, nous avons essayé de déployer un service numérique qui va être constitué d'un fonds sous deux formats essentiellement, le PDF et le EPUB. Donc ces formats-là peuvent être transportables sur clé USB, sur tablette, etc. D'un coût de réalisation d'environ 6 millions de francs CFA, les usagers de ce service devront débourser la somme de 2 000 francs comme frais d'abonnement. Pour toute information, tapez www.culturetech.com. L'école de santé Louis Pasteur sort sa première promotion de sage-femme et sa deuxième promotion d'infirmiers d'État, des accoucheuses et des filles de salle. Ils sont en tout 50 diplômés de l'école qui vont solliciter le marché de l'emploi. Touoboum Evelyne Dabiré. Je suis
Cette prestation de serment couronne les années de formation des infirmiers d'État IDE, des sages-femmes, des agents itinérants de santé et des accoucheuses auxiliaires de l'école privée de santé Louis Pasteur de Koudougou. La formation, qui a été théorique et pratique, a duré 2 ans pour les agents itinérants de santé et les accoucheuses auxiliaires et 3 ans pour les IDE et les sages-femmes, ce qui a donné une entière satisfaction aux élèves et aux fondateurs. Je me réjouis parce que les élèves ont été assidus au cours. Les encadreurs aussi étaient présents pour leur donner la formation qu'ils méritaient. Alors, et leurs examens de fin de sortie ont été satisfaisants. En gros, 100% pour toutes les filières, sauf en accoucheuse. J'encourage tous mes camarades, j'appelle à tous les frères qui vont venir de se battre, de se mettre au travail pour la réussite. C'est en se forçant qu'on devient forgeron. Et je pense que c'est l'amour du travail qui nous amène ça, sinon je ne m'attendais pas à ça. La remise des parchemins ici, au major de chaque filière, donne à cette cinquantaine de lauréats le droit de postuler au test d'intégration dans la fonction publique. Le secteur privé aujourd'hui se développe au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement de la santé. Et le ministère se doit de les accompagner, surtout parce que l'enseignement au niveau, la formation au niveau de la santé est assez importante. Agissant du recrutement de ces élèves-là, ils seront soumis à un texte. Donc, je pense que tous ceux qui sont titulaires du diplôme pourront compétir avec tous les autres et ceux qui seront retenus seront recrutés comme agents de l'État. Le parrain de la promotion, amour et dévouement au travail, exhorte ses filleuls à s'engager pour assister en tout temps et en tout lieu toute personne dans le besoin. Nous sommes à J-3 de la finale de Faso Academy et les finalistes s'apprêtent pour cette grande scène qui boucle plusieurs mois de parcours. Depuis le 28 octobre dernier, ils sont en situation de création à Ouagadougou, en résidence de création. Ils révisent les chansons imposées et affinent leur création personnelle. Et révisent donc leur création personnelle. Ce matin, ils ont reçu la visite du directeur général de la RTB et de ses collaborateurs. L'air détendu, les 5 finalistes de Faso Academy sont en résidence de création à Ouaga 2000. Ils peaufinent les derniers réglages sous la houlette de Bill Akakora et de son Django System. Après une semaine de répétition, ils reçoivent la visite du directeur général de la RTB. J'ai pu voir la prestation de chacun d'eux sous la coordination de Bill Akakora et de son ensemble Django System. Je pense véritablement que c'est tout mérité pour les 5 de se retrouver en finale. En attendant vraiment l'apothéose, c'était un devoir pour nous de passer leur dire bonjour, de les féliciter pour ce stade quand même d'évolution, mais surtout de les encourager pour l'étape finale qui s'annonce très bientôt. Le décor et le luxe dans lesquels ils travaillent contrastent avec certaines difficultés auxquelles font face les encadreurs. Bon, ça se passe bien. En tout cas, techniquement, au niveau du travail musical, ça se passe bien. C'est en termes d'organisation qu'il y a quelques difficultés, il faut le dire quand même, parce que dans la résidence, ça a eu 2 jours de retard. Et puis bon, il y a aussi des retards dans le paiement des musiciens. Donc on est obligé nous-mêmes d'avancer nos musiciens jusqu'aujourd'hui. À 72 heures de la finale, la pression monte. À défaut d'épater le jury pour remporter les 3 millions de francs CFA, chaque candidat devrait conquérir le public pour obtenir le plus de voix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes à notre campagne.